5 milliards d'un côté et une arrestation unique de l'autre suffisent à faire vaciller une architecture que l'on croyait silencieuse mais stable. Le contraste qui surgit entre la pression financière extérieure et la réaction méthodique des unités loyales redéfinit, presque ligne après ligne, ce qui s'organise autour d'Ibrahim Traoré lorsque la souveraineté se mesure à des variations apparemment minimes. Que révèle pour le spectateur un écart aussi net dans un système où chaque détail peut déplacer l'équilibre, surtout lorsqu'il touche de près les mécanismes entourant Ibrahim Traoré, et si ce choc discret annonçait une reconfiguration plus profonde encore. Dans la continuité du contraste initial, l'enjeu devient de comprendre comment une série de variations techniques, parfois minuscules en apparence, peut reconfigurer l'ensemble d'un dispositif institutionnel soumis à des pressions croisées. La promesse pour le spectateur tient en une phrase simple, une lecture structurée des risques systémiques permettant d'identifier ce qui, dans les flux internes comme dans les signaux extérieurs, signale une éventuelle dérive ou un réajustement discret. Cette approche ne cherche pas à conclure, mais à déplier les mécanismes. Comment une anomalie isolée se transforme-t-elle en indice cohérent ? Quels paramètres doivent être observés ? Et pourquoi la stabilité dépend-elle autant de la qualité des vérifications successives que de la capacité à distinguer fluctuations normales et ruptures latentes ? Un micro-écart, lorsqu'il s'inscrit dans un tissu opérationnel dense, peut modifier la hiérarchie des priorités, déplacer les seuils d'alerte, et imposer une nouvelle manière de relire les données. C'est précisément cette cartographie d'interdépendance, faits, variations, réponses, qui constitue la valeur ajoutée de la séquence à venir. Un premier dévoilement apparaît dès l'ouverture. Un écart chiffré de 17% dans les flux internes, initialement perçu comme une simple irrégularité, se révèle être l'indice structurel qui oblige les équipes à reconsidérer tout le dispositif. Ce chiffre, modeste en apparence, agit comme un révélateur méthodologique. Il déplace l'analyse des symptômes visibles vers les mécanismes qui façonnent en profondeur l'environnement opérationnel où évolue Ibrahim Traoré. Pour comprendre cette dynamique, il faut suivre la logique patiente des rapports disponibles. Il montre que l'incident ne relève ni d'un épisode isolé, ni d'un dysfonctionnement spontané, mais d'une succession d'ajustements, de signaux faibles et de vérifications graduelles. Chaque variation, chaque transfert inhabituel, chaque présence jugée atypique ouvre une nouvelle couche d'interprétation. Les enquêteurs procèdent par comparaison systématique. Données historiques, flux récents, tableaux de variation, destinés à distinguer bruit normal et anomalie persistante. Rien n'est présenté comme une preuve en soi, tout est évalué comme paramètre d'un système en mouvement. La cohérence narrative émerge justement de cette accumulation. Un individu étranger circulant entre plusieurs sites civils et militaires, des numéros provenant de l'extérieur recensés dans les documents saisis, des transferts évoqués dans les registres. Aucun élément n'est décisif, mais l'ensemble forme une constellation de signaux qui oblige les équipes à ralentir, à recouper, à densifier la surveillance. Le rôle des officiers concernés n'est jamais présenté comme politique. Il s'agit d'une application stricte des protocoles de contre-ingérence visant à déterminer si la situation correspond à un risque réel ou à une irrégularité contextuelle. Dans ce cadre, le point de bascule n'est pas spectaculaire. Il naît du travail discret d'un groupe restreint chargé d'harmoniser les observations afin d'éviter la multiplication d'interprétations locales. La priorité devient alors de stabiliser la lecture du problème, de circonscrire la zone où la cohérence commence à se fragmenter et de mesurer ce que les variations identifiées impliquent pour la solidité institutionnelle. Le mouvement est lent, méthodique, mais il prépare toute la suite. Le fil conducteur de cette séquence repose sur un petit groupe d'officiers de contre-ingérence, décrits dans les rapports comme chargés d'observer l'évolution d'une situation jugée inhabituelle. Leur rôle n'a rien de politique. Il consiste à appliquer des procédures standards, à documenter chaque écart et à vérifier si les comportements observés relèvent d'une variation tolérable ou d'un risque émergent. Ces officiers deviennent, par la force des faits, les guides du lecteur. Ce sont leurs gestes méthodiques, vérification des déplacements, recoupement des contacts,
observation des échanges, contrôle des éléments matériels qui dessinent les premiers impacts du signal initial. Un premier cas apparaît, la présence d'un individu étranger circulant entre plusieurs sites civils et militaires sans justification opérationnelle claire. Rien, à ce stade, ne permet de conclure. Pourtant, la répétition des allers-retours installe une zone d'incertitude, un espace où la vigilance doit se densifier sans céder à la précipitation. Un second cas s'ajoute, plusieurs numéros extérieurs, retrouvés dans les documents saisis, présentent des correspondances avec certains contacts mentionnés dans les rapports. Là encore, aucune interprétation n'est avancée. Les officiers se contentent de construire une cohérence factuelle, pas une hypothèse politique. De ces deux exemples, un enseignement se dégage. La cohérence naît de l'accumulation, pas d'un événement isolé. Ce sont les micro-écarts répétés, et non un acte spectaculaire, qui force le système à ajuster sa posture, à renforcer la surveillance et à réévaluer les zones potentiellement sensibles. Ainsi se forme l'impact précoce, un glissement progressif, discret mais décisif, où le doute devient méthode et où chaque donnée contribue à stabiliser ou à reconfigurer la compréhension générale de la situation. L'activation initiale se produit sans tension visible. Tout part d'un signalement simple. Un individu étranger, mentionné dans les rapports, se déplace entre plusieurs sites militaires et civils selon une trajectoire jugée anormale par les équipes de supervision. Les officiers ne cherchent pas à interpréter son intention. Ils appliquent plutôt une procédure graduelle. Observer, noter, vérifier. Chaque déplacement répertorié renforce une vigilance encore diffuse, et la présence répétée de cet acteur dans des zones sensibles encourage les unités à consolider les premières hypothèses. Dans ce stade naissant, l'environnement autour d'Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme menacé, mais comme soumis à une variation suffisamment inhabituelle pour justifier un suivi plus dense. La montée en intensité suit une logique méthodique. À mesure que les observations s'accumulent, les vérifications deviennent plus serrées. Les équipes examinent les registres, comparent les identités, suivent les contacts autorisés par les cadres réglementaires et s'orientent vers une analyse plus technique des matériaux disponibles. C'est dans ce processus que plusieurs numéros étrangers, recensés parmi les éléments saisis, attirent l'attention. Aucun d'eux n'est considéré comme une preuve, mais leur présence simultanée constitue un marqueur, un point d'articulation où la surveillance discrète passe d'un doute isolé à une hypothèse structurée. La stratégie adoptée reste prudente. Pendant plusieurs jours, les officiers simulent un intérêt mesuré pour certaines propositions évoquées par l'individu. L'objectif n'est ni d'accepter ni de négocier, mais de comprendre la cohérence de son initiative, de déterminer s'il agit seul ou s'il s'inscrit dans un réseau plus large. La patience devient un outil, et la documentation un rempart contre la précipitation. Le point culminant intervient lors de la rencontre du 8 novembre, soigneusement planifiée. Les documents décrivent une opération calibrée, conçue pour éviter la confrontation tout en permettant une interpellation contrôlée. L'environnement est sécurisé, les marges de manœuvre stabilisées et l'ensemble des unités impliquées suit une séquence codifiée. Isoler le périmètre, réduire les risques opérationnels, puis procéder à la collecte de matériaux exploitables. La valise remise, les supports électroniques, les listes de contacts et les enregistrements deviennent les éléments centraux de cette nouvelle phase. C'est à cet instant que la dynamique se transforme. L'incident ne concerne plus un individu en déplacement irrégulier, mais la possibilité d'un schéma précis capable de tester directement ou indirectement les marges institutionnelles autour d'Ibrahim Traoré. L'événement bascule de l'observation lente à l'action déterminante. La rémanence, l'onde résiduelle, prend ensuite la forme d'une exploitation minutieuse. Les analystes traitent les téléphones, les ordinateurs et les documents physiques saisis. Chaque support fournit des fragments, flux financiers évoqués, métadonnées, contacts renvoyant à des pays voisins ou à certaines structures européennes. Les rapports ne tirent aucune conclusion normative, ils établissent des correspondances, tracent des cartographies fonctionnelles et distinguent initiatives isolées, interactions opportunistes et schémas récurrents. Cette dernière phase boucle la triade méthodologique décrite dans les sources: surveiller, vérifier, exploiter.
Un enchaînement sans rupture spectaculaire, mais dont la cohérence repose sur la précision accumulée. C'est ce déroulement patient, articulé étape par étape, qui permet de comprendre comment une simple anomalie initiale peut se transformer en opération structurée, révélant la manière dont un système réagit lorsqu'un signal faible se renforce et exige une clarification de ses propres mécanismes. L'analyse disponible s'organise autour de 3 indicateurs mesurables qui, chacun à leur manière, renseignent sur l'évolution récente du système examiné. Leur intérêt ne réside pas dans une interprétation politique, mais dans la façon dont ils permettent de passer d'un niveau de référence à un écart observable, puis à une lecture technique des ajustements internes. La logique reste strictement méthodologique. Observer, décrire, puis comprendre ce que ces variations impliquent pour la stabilité des chaînes opérationnelles, qu'il s'agisse de flux économiques, de capacité de sécurité ou de dépendance extérieure. Premier indicateur. Une hausse de 37% des revenus issus de l'or. Ce delta, relativement important, suggère une reconfiguration de la structure de captation au sein du secteur minier. L'augmentation pourrait découler d'une révision procédurale, d'une réduction des sommes intermédiaires ou d'un rééquilibrage des mécanismes de gestion, mais les rapports ne spéculent pas. Ils se limitent à constater une transformation mesurable des flux internes. Dans ce cadre analytique, la hausse ne vaut pas comme signe de succès, mais comme indice d'un ajustement structurel ayant modifié la circulation des ressources. Une telle variation représente souvent un marqueur précoce d'un réarrangement plus large, renforçant l'attention portée aux circuits économiques dans une période déjà marquée par des tensions méthodiques. Pour les unités d'analyse, la question centrale reste la même. Comment un flux stabilisé évolue-t-il lorsqu'un secteur clé change de configuration ? Deuxième indicateur, une progression de 28% des dépenses de sécurité. Cette hausse est interprétée dans les rapports comme le signe d'un renforcement méthodique des dispositifs opérationnels. Elle peut renvoyer à des acquisitions matérielles, à l'amélioration d'infrastructures, à des extensions logistiques ou à l'ajustement de programmes de formation. Dans une grille de lecture strictement technique, un tel accroissement indique une intensification fonctionnelle. Les mécanismes de protection absorbent davantage de ressources, ce qui traduit un déplacement mesurable des priorités institutionnelles. Les variations observées avant l'interpellation, y compris l'apparition de comportements atypiques, de correspondances inattendues et de signaux multiples, expliquent pourquoi un tel investissement devient nécessaire. Le delta n'exprime pas une intention, mais une contrainte opérationnelle imposée par une séquence de vérification plus dense. Troisième indicateur, une baisse de 45% des aides extérieures conditionnées. Cette diminution substantielle marque un changement significatif dans l'équilibre des financements internationaux. D'un point de vue analytique, elle implique un besoin accru de réallocation interne, une diversification des ressources ou une priorisation plus stricte des programmes essentiels. Les rapports précisent que cette réduction n'est pas interprétée comme un jugement, mais comme un paramètre externe modifiant la continuité budgétaire. Le delta s'inscrit dans un contexte où les flux internes sont déjà sous observation méthodique, ce qui renforce la nécessité de repenser la gestion des marges d'ajustement et la résilience des dispositifs existants. Pris ensemble, ces trois indicateurs ne dessinent pas une trajectoire normative. Ils décrivent plutôt un ensemble de mouvements quantifiés qui influencent la structure opérationnelle, redéfinissent les marges d'action et montrent comment un système absorbe des contraintes successives. Leur mise en parallèle permet de comprendre avec précision comment les variations internes, qu'elles concernent l'économie minière, les dépenses sécuritaires ou les dépendances extérieures, se combinent pour produire une nouvelle configuration institutionnelle, parfois subtile, parfois plus marquée, mais toujours lisible lorsqu'on les replace dans une séquence organisée de signaux et de détection. Les documents disponibles présentent 2 cadres d'analyse distincts qui ne s'opposent pas par leurs intentions, mais par les priorités qu'ils assignent aux mêmes données. Pour restituer leur solidité respective, il faut d'abord les exposer dans leurs formes les plus robustes, en appliquant la méthode Stillman. Reconstruire chaque raisonnement de manière loyale, sans chercher à trancher, uniquement à comprendre comment 2 lectures peuvent coexister autour d'un même ensemble de signaux. Premier cadre, la dépendance aux ancrages extérieurs comme facteur de stabilité fonctionnelle.
Selon cette approche, les économies enclavées ou à capacité logistique limitée s'appuient historiquement sur des partenariats extérieurs pour sécuriser leurs approvisionnements spécialisés et maintenir la continuité de certains services essentiels. Dans cette perspective, la baisse de 80% des aides conditionnées apparaît comme un signal de tension, non parce qu'elle enverrait un jugement implicite, mais parce qu'elle peut modifier la disponibilité de ressources critiques. La force de ce cadre réside dans sa cohérence historique. Il privilégie la stabilité systémique, l'intégration économique et la continuité des flux comme vecteur de résilience institutionnelle. Second cadre, la capacité d'ajustement interne comme moteur de rééquilibrage. Ici, l'attention se porte sur les transformations mesurables, la hausse de 37% des revenus issus de l'or et la progression de 28% des dépenses de sécurité. Ces variations suggèrent qu'un rééquilibrage structurel peut émerger lorsque certains flux extérieurs diminuent. Ce cadre ne présuppose aucune intention. Il met en avant la capacité d'un système à redistribuer ses ressources, à prioriser différemment et à internaliser certaines fonctions lorsque le contexte l'exige. La force de cette lecture tient dans son pragmatisme. Elle observe ce qui change, elle mesure les deltas, elle privilégie les dynamiques plutôt que les ancrages. Mise en perspective, une comparaison encadrée. La seule figure rhétorique utilisée ici consiste à montrer que les deux approches évaluent différemment les mêmes indicateurs, sans contradiction directe. L'une privilégie la continuité, l'autre l'adaptation. Ensemble, elles offrent une grille de lecture plus stable des transitions institutionnelles observées. Aucune des deux ne surplombe l'autre, elle complète la compréhension technique d'un système soumis à des variations successives et à des signaux parfois discrets. Le véritable basculement est documentaire. À partir du moment où l'exploitation systématique des éléments saisis commence, la dynamique change de nature. Les déplacements et comportements initiaux cessent d'être la source principale d'information, remplacés par l'analyse méthodique du téléphone, de l'ordinateur et des documents physiques collectés. Cette transition n'est pas spectaculaire, mais elle marque l'entrée dans une phase où les correspondances, les flux et les métadonnées deviennent les indicateurs centraux d'un schéma plus large. Les analystes constatent alors que plusieurs contacts renvoient à des pays voisins ainsi qu'à certaines structures européennes. Rien n'est interprété politiquement. Ces points d'interaction servent uniquement à cartographier les échanges possibles et à identifier les zones nécessitant une vérification supplémentaire. La procédure ne progresse plus par observation comportementale, mais par consolidation documentaire, chaque correspondance devenant une pièce dans une architecture d'examen beaucoup plus large. Ce pivot silencieux redéfinit la compréhension initiale. L'incident n'est ni clos, ni réduit à un acte isolé. Il est reconfiguré autour de données exploitables qui orientent désormais la démarche, structurent les priorités et préparent les étapes suivantes de l'analyse. L'analyse des conséquences se structure en 4 segments fonctionnels, chacun révélant comment une séquence opératoire, observation, interpellation, exploitation documentaire, génère des ajustements mesurables dans différentes parties du système. Le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît ici en arrière-plan comme paramètre contextuel influençant le degré de sensibilité institutionnelle aux variations observées sans que les documents n'attribuent d'intention ou de lecture politique particulière. 1. Administration publique. Elles sont les premières à ressentir les effets d'un incident de ce type. Les chaînes décisionnelles doivent s'assurer que la continuité des processus reste intacte malgré l'augmentation des vérifications internes. L'écart de 17% relevé dans les flux initiaux devient un signal fonctionnel. Il permet de recalibrer les seuils d'alerte, de revoir les protocoles de coordination et de mesurer la capacité d'absorption des équipes. 3 dimensions dominent: le temps de traitement, la mobilisation des ressources et la stabilité du cycle opérationnel. Chaque ajustement se fait de manière méthodique, à partir de paramètres observables plutôt que d'interprétations spéculatives. 2. Entreprises et secteurs économiques. Les impacts se lisent dans les chaînes logistiques, les coûts opérationnels et la constance des approvisionnements. Les variations décrites dans les sources, hausse de 37% des revenus aurifères, progression de 28% des dépenses de sécurité, réduction de 45% des aides conditionnées, affectent indirectement les délais, les charges financières et la planification interne.
Les secteurs exposés doivent absorber ces fluctuations tout en maintenant leurs engagements, disponibilité du matériel, continuité des flux, ajustement des partenariats opérationnels. L'incident joue alors le rôle de test grandeur nature pour évaluer la robustesse organisationnelle face à des modifications successives de contexte. 3. Population et usage quotidien. Les effets ne sont pas toujours visibles, mais ils influencent les routines, mobilité, accès aux biens essentiels, perception générale de continuité. Lorsque les administrations modifient certains délais ou que les chaînes logistiques se réorganisent, même légèrement, les comportements peuvent évoluer. Les méthodologies mentionnées dans les rapports, relevé de prix, observation des flux, enquête rapide, permettent d'identifier ces micro-variations. Le contexte où opère Ibrahim Traoré rend ces observations particulièrement sensibles. Le moindre ajustement peut être perçu comme un indicateur de tension ou de stabilisation, selon la manière dont les flux se rééquilibrent. 4. Régions et zones exposées. Ici, la question centrale est la capacité d'absorption. Les infrastructures locales, les circulations économiques et les réseaux de distribution réagissent différemment selon leur densité et leur degré d'exposition aux interactions extérieures. Les rapports montrent que les variations peuvent se diffuser ou rester circonscrites en fonction des dépendances logistiques et du niveau de préparation des zones concernées. L'objectif n'est pas d'interpréter, mais de mesurer quels signaux persistent, quelles pressions s'atténuent, quelles zones doivent renforcer leur mécanisme de supervision. Pris ensemble, ces 4 segments dépeignent un système qui s'ajuste par couches successives, intégrant chaque signal dans une grille de lecture méthodique. Les effets observés ne constituent pas une rupture, mais un ensemble de rééquilibrage dont la cohérence apparaît lorsque l'on suit la logique décrite dans les documents. L'évolution du système décrit dans les documents se prête à une modélisation prospective fondée non sur des intentions, mais sur des mécanismes observables. Les variations quantifiées, hausse des revenus issus de l'or, progression des dépenses de sécurité, diminution des aides conditionnées et ajustements internes révélés par l'écart de 17% constituant les fondations de cette projection. L'objectif reste analytique. Décrire comment un dispositif institutionnel pourrait absorber, redistribuer ou amplifier ces dynamiques au cours des 12 prochains mois. Scénario 1. Continuité maîtrisée. Dans cette première hypothèse, les paramètres actuels se stabilisent. Les variations économiques poursuivent leurs effets mesurables sans rupture notable. Les flux miniers restent restructurés, les dépenses sécuritaires se maintiennent à un niveau renforcé et la diminution des aides extérieures cesse de se contracter davantage. Les administrations ajustent leurs protocoles en fonction des enseignements tirés de la séquence précédente, harmonisation des vérifications, consolidation des chaînes décisionnelles, rationalisation des seuils d'alerte. Ce scénario repose sur une absorption sans surcharge, où les dispositifs affinés lors des phases d'enquête deviennent la référence opérationnelle. Scénario 2. Renforcement et consolidation. Dans une trajectoire plus favorable, les transformations observées s'articulent de manière fluide. Les capacités opérationnelles gagnent en cohérence, les processus de coordination se clarifient, les outils de supervision documentaire s'améliorent, et la redistribution interne des ressources compense partiellement la baisse des financements extérieurs. L'exploitation élargie des données, métadonnées, correspondance, cartographie fonctionnelle, permet de réduire les marges d'incertitude. Les chaînes décisionnelles deviennent plus prévisibles et les marges d'erreur se resserrent progressivement. Ce scénario reflète une montée en efficacité structurelle où les ajustements successifs produisent un gain méthodique. Scénario 3, contrainte accrue. Dans une hypothèse plus difficile, les tensions augmentent sous l'effet de ressources plus limitées ou de perturbations affectant les chaînes logistiques et administratives. La baisse des aides conditionnées, déjà marquée, pourrait créer des zones de fragilité opérationnelle, obligeant les institutions à prioriser plus strictement leurs programmes essentiels. Si les signaux faibles s'intensifiaient, les coûts d'adaptation pourraient croître plus vite que la capacité d'absorption. Délais prolongés, surcharge de vérification, redistribution plus rigoureuse des moyens disponibles. Ce scénario ne prédit rien. Il illustre simplement les effets possibles d'un environnement où les variations se cumulent plus rapidement que prévu.
Clé d'interprétation. Quel que soit le scénario, l'essentiel est d'adopter une lecture dynamique. Observer les transitions plutôt que les instantanés, privilégier les interactions plutôt que les symptômes isolés et considérer chaque ajustement comme un mouvement structurant plutôt qu'une rupture autonome. Les documents disponibles proposent une segmentation en 3 ensembles sociaux permettant de comprendre comment une séquence opératoire de la détection initiale jusqu'à l'exploitation documentaire se répercute de manière différenciée selon les acteurs concernés. L'objectif n'est pas d'interpréter politiquement l'incident, mais de structurer l'observation des comportements, des besoins et des mécanismes d'adaptation. 1. Jeunes actifs et professionnels en début de parcours. Ce groupe constitue souvent un indicateur précoce des variations systémiques. La stabilité des environnements de travail, l'accès à l'information et la capacité d'ajustement deviennent des paramètres sensibles lorsque les chaînes administratives renforcent leur vérification ou modifient leurs délais. Les jeunes actifs perçoivent rapidement toute fluctuation touchant les processus d'autorisation, la disponibilité des services ou les conditions de mobilité. Une recommandation méthodique évoquée dans les rapports consiste à suivre l'évolution des compétences recherchées dans les secteurs les plus exposés aux reconfigurations observées. 2. Ménages établis, communautés locales et secteurs exerçant une activité régulière. Pour ces publics, les impacts se lisent dans les routines. Prix, disponibilité des biens essentiels, continuité des services publics, temporalité des démarches administratives. Les ajustements logistiques ou institutionnels, même minimes, peuvent entraîner des adaptations de comportements quotidiens, anticipation des achats, modification des déplacements, recherche de relais locaux plus fiables. Les analystes utilisant alors des outils simples, relevé de prix, observation des flux, micro-enquêtes. L'intérêt de cette approche réside dans sa capacité à détecter des signaux faibles avant qu'ils ne produisent des ruptures plus marquées. 3. Acteurs externes ou mobiles. Diaspora, partenaires techniques, structures hors territoire. Pour eux, la question centrale concerne la continuité des échanges et la stabilité des canaux d'information. Les correspondances identifiées dans les documents saisis, numéros étrangers, contacts multiples, interactions régionales ne sont pas interprétées, mais deviennent des repères permettant de mesurer la densité des réseaux. Ces acteurs adaptent leurs pratiques en fonction de la fluidité des communications et de la prévisibilité des procédures locales. Une suggestion complémentaire consiste à observer quelles modalités de coopération restent stables malgré les variations contextuelles. Pris ensemble, ces 3 ensembles offrent une grille de lecture différenciée des effets, structurée par les dynamiques méthodiques décrites dans les sources. Les documents disponibles décrivent une structuration méthodique en 5 axes, dont la fonction n'est pas de formuler des orientations politiques, mais de transformer une observation isolée en capacité durable d'apprentissage institutionnel. Cette feuille de route répond à la nécessité d'intégrer les variations relevées dans les flux internes, les ajustements économiques, les vérifications successives et l'exploitation documentaire, tout en tenant compte de la sensibilité accrue observée autour d'Ibrahim Traoré dans les phases précédentes. Consolidation des mécanismes de surveillance. L'objectif consiste à intégrer les flux d'informations existants et à définir des seuils d'alerte nettement identifiés. Les indicateurs incluent le temps de détection, la cohérence des données et la réactivité opérationnelle des unités concernées. Il s'agit de garantir que les signaux faibles soient traités de manière systématique et non intuitive. 2. Optimisation de la gestion des ressources essentielles. Les rapports insistent sur la nécessité de cartographier les capacités disponibles, d'identifier les dépendances critiques et d'assurer la continuité des opérations. Les mesures portent sur la disponibilité des stocks, la redondance logistique et la mobilité des équipes techniques. 3.